Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de cette semaine avec comme thématique l'interception avec des avions de chasse. Alors c'est parti, le plan ça va être très simple, ça va être en 1 pourquoi est-ce qu'on intercepte, en 2 autour de l'état d'esprit et je vais vous accompagner avec un simulateur de vol, je vais vous montrer un petit peu comment on fait l'interception et quel est l'état d'esprit des pilotes lors de ces interceptions. Ensuite on va regarder un petit peu les zones de tension dans le globe, on va se focaliser notamment sur le nord des États-Unis, sur le nord de l'Europe, pas trop sur l'Asie. Raciste! Mais non, mais je vous jure que non! Mais également un tout petit peu sur la Méditerranée. Derrière, nous allons regarder quelques exemples d'interceptions qui sont plus ou moins bien passés. Et après, derrière, les do's and don'ts, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, et un petit comparatif et quelques petits points sur les appareils utilisés pour les interceptions. Alors, si ça vous va, eh bien, asseyez-vous, installez-vous, café et jingle. Asseyez-vous. En numéro 1, le pourquoi d'une interception. Et ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est la réglementation autour des espaces aériens. Donc vous avez votre pays, au-dessus de ce pays vous avez un espace aérien qui vous appartient et vous avez jusqu'à 12 nautiques, 22 km au large de votre pays si vous êtes en bord de mer, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez, vous avez une maison, c'est votre maison, c'est chez vous, et vous avez une maison qui fait 10 mètres de large. Vous avez donc votre territoire à l'intérieur de ces 10 mètres, vous faites ce que vous voulez chez vous, et maintenant, eh bien, vous avez également un jardin. Ce jardin n'est pas clôturé, et ce jardin, si votre maison fait 10 mètres, eh bien, il fait 5 cm, c'est tout. Pour vous donner une idée, si vous regardez la largeur des États-Unis, 2200 nautiques, ça fait à peu près plus de 4000 km, eh bien les 12 nautiques, ces fameux 22 km qui leur appartiennent, ça ne représente que 0,005% de la largeur du pays. Donc c'est très faible. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand vous habitez dans votre maison? Ça veut dire qu'à 6 cm de la devanture de votre porte, eh bien n'importe qui peut mettre un avion de chasse, peut mettre un avion de bombardier, peut mettre un porte-avions, peut mettre un sous-marin, et c'est légal. En plus de ça, il y a quand même d'autres textes. Alors tout ça, ça vient de la Convention de Montego Bay qui a été signée par certains pays, pas tous. Certains pays comme la Turquie ne l'ont pas signée en 1982. Et ça vient aussi dire que vous avez une zone économique exclusive qui s'étend, elle, à 200 nautiques. Ça fait 370 km, donc là, d'un point de vue business, c'est chez vous. Et ensuite, il y a également une autre loi qui dit que jusqu'à 350 nautiques, donc c'est beaucoup plus loin, le plateau continental et le sous-sol vous appartient. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces interceptions, c'est ces 22 km, ces 12 nautiques, parce que votre maison, là, 10 mètres de large, à 6 cm, je peux venir avec un avion de chasse ou un avion de bombardier, et c'est légal, j'ai le droit de me balader. Donc forcément, ça va peut-être vous pousser à m'intercepter. Et pourquoi est-ce qu'on intercepte? On intercepte pour classifier, pour savoir ce que c'est, pour avoir une visualisation, pour pouvoir avoir un visuel, comme on dit, sur un aéronef, sur un contact radar. Donc pour classifier, pour surveiller, pour escorter, pour porter assistance, notamment au-dessus de notre territoire, parce qu'on vient intercepter au-delà de notre espace aérien, mais également dans notre espace aérien. Et donc là, cette notion d'assistance est très importante. Et également pour faire de la destruction, si vous vous sentez attaqué ou avec des menaces terroristes, par exemple. Et également pour de la dissuasion. Si vous êtes, votre voisin vient tout le temps à 5,2 cm de votre porte et qu'il ne se passe jamais rien, eh bien vous n'envoyez pas un message de puissance militaire, vous ne dissuadez pas beaucoup à le faire, et donc il va peut-être prendre ses habitudes à 5,1 cm de chez vous. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de constamment lui montrer que vous savez faire, que vous êtes en œuvre, en capacité de mettre en œuvre des avions armés, et donc vous allez faire de la dissuasion. Donc, il y a ces éléments-là, classification, surveillance, escorte, assistance, la destruction et bien sûr la dissuasion. Ensuite, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on décide de faire décoller la permanence opérationnelle, comme on dit en France, ou la QRA ou de l'alerte? Eh bien, dans un premier temps, il faut détecter une menace. Ensuite, derrière, il faut assesser. Il faut se demander est-ce que cette menace mérite que l'on envoie ou pas un avion de chasse ou un hélicoptère pour aller voir de plus près. Derrière, vous prenez la décision d'envoyer des avions de chasse, donc sur le territoire national, ainsi que sur la plupart des territoires nationaux. Il y a toujours des plots
d'alerte, donc des avions de chasse prêts à décoller sous un laps de temps assez court de quelques minutes, c'est variable et je vous donnerai pas le chiffre exact, ils sont toujours prêts à décoller, ou alors vous avez même vos avions en vol d'entraînement qui eux sont prêts à intervenir, et par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, vous êtes en vol d'entraînement, on vous dit hey, est-ce que tu serais disponible pour aller à la rencontre d'un avion dans le X degrés pour tant de distance, pour tel type de mission. Donc ça c'est un point important, une fois que les avions ont décollé et qu'ils ont intercepté le contact que l'on voulait classifier, ils vont pouvoir, via la liaison radio, rendre compte à l'état-major, et là après derrière, l'état-major va dire bah fais une photo, escorte-le, reste à distance de tir, ou laisse-le tomber, ou abat-le, tout ce genre de choses. Et après derrière, une fois que le pilote de chasse est posé, il va pouvoir débriefer avec l'état-major et sûrement envoyer des photos qu'il a prises pendant le vol. Rappelez-vous Goose. Et oui, c'est pour ça qu'il y a le Polaroid, ça ne sert pas à rien. Ok, donc vous comprenez un petit peu mieux le pourquoi on intercepte. Ce que je vous propose, c'est de monter avec moi dans un Mirage 2000 qui est un intercepteur par excellence, Mirage 2000C, actuellement basé à Orange en France, équipé avec 2 missiles Magic 2, des missiles Fox 2 infrarouge. Si vous ne savez pas ce qu'est un missile infrarouge ou Fox 2, je vous renvoie vers mes vidéos, vous tapez AT missiles, il y a toute une série de 5 vidéos sur les missiles, vous saurez tout, vous serez super fort, vous saurez tout sur les missiles, tout ce que vous aurez à savoir. Et bien, c'est parti, on va intercepter un B-52 en approche au large de chez nous. Et voilà, nous voilà autour de mon Mirage 2000. Je vais vous montrer un petit peu la carte. Nous avons un B-52 qui se situe tout là-bas, voilà. Et bien en fait, il est pas si loin que ça. Si vous regardez en termes de distance, il est à 36 nautiques dans le 300. Donc là, moi, je suis à bord d'un Mirage 2000. Tout de suite, c'est un décollage sur alerte. Je viens mettre plein gaz, la pleine post-combustion. La post-combustion, vous voyez ici, c'est le pétrole qui est utilisé par mon réacteur, la post-combustion s'allume, qu'on appelle la PC, et bam, consommation de pétrole qui devient énorme. Je viens tirer sur le manche, faire ma rotation, rentrer le train, et là, qu'est-ce qu'il me faut dans un intercepteur? Il me faut du pétrole, il me faut de l'armement, il me faut un radar, il me faut une radio. Donc maintenant que j'ai décollé, je viens accélérer parce que j'ai une menace qui arrive face à moi. Et dans ma tête, à ce moment-là, je ne sais pas forcément encore exactement quel est le type de mission que je dois réaliser. On va me dire, tu vas intercepter un aéronef. On va me dire, c'est pour entraînement ou c'est pour de vrai. Mais je ne sais pas encore exactement. Donc là, je décolle, je rentre le train, je contacte la fréquence tactique, mon contrôle aérien qui va me guider. Et là, tout de suite, eh bien, ils vont me dire, tu vas faire une reconnaissance ou telle mission. Je regarde dehors et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait aux traînées, comme on dit, je vois les traînées de condensation de l'avion que je dois intercepter. Donc, normalement, en temps de paix, on ne veut pas passer le mur du son trop proche de la côte. D'accord? Si vous entendez un bang supersonique comme il y a eu à Lyon il y a quelques jours ou autre, eh bien c'est que c'est une interception réelle. Donc là, j'aurai le droit, si je veux, de passer le mur du son proche de la côte, même si ça fait un bang dans les terres et que les gens vont appeler la gendarmerie en se demandant ce qui se passe. Donc là, moi, je vois l'avion. Et ce que je vais faire, c'est, vous voyez, je viens me décaler un petit peu. Je me suis décalé, je suis allé tout de suite vers lui de manière à pouvoir me retourner et virer vers lui. Il me faut, comme pour faire un créneau, il me faut un certain rayon de virage. Et donc là, je grimpe, je viens accélérer et grimper de manière à pouvoir faire mon virage vers lui sans pour autant me retrouver gêné. Donc forcément, il y a de la géométrie, encore une fois, c'est comme mon combat aérien, à prendre en compte, des vitesses de rapprochement à prendre en compte. Vous voyez, je passe le mur du son. Donc là, je monte, on m'a dit son altitude, tout ça. Et donc, mon objectif, c'est de me rapprocher de lui pour pouvoir l'identifier le plus rapidement possible. Donc vous voyez, là maintenant, je vais commencer gentiment à me rapprocher. Et je ne viens pas me mettre ISO altitude, je viens me m'étager, je viens prendre un petit écart d'altitude avec lui. Si vous posez la question de comment ça se passe au niveau du transpondeur, parce que oui, si cet avion est équipé d'un TICAS, j'explique tout ça dans ma vidéo, l'interception de l'A300 par un F-15 américain, mais il va avoir une réaction à faire. Donc nous, on a des procédures pour éviter justement de gêner des avions de ligne lors d'interception d'un point de vue TICAS. Donc là, je sais qu'il est en train de se rapprocher rapidement de mon espace aérien. On est toujours dans les eaux internationales, hein, c'est complètement légal pour lui d'être là. Et donc on m'a donné pour mission de me rapprocher. Et là, moi, je ne vais pas forcément allumer mes systèmes de tir ou autre. Là, mon radar est éteint. Je l'ai accroché grâce à mes missiles infrarouges. Donc je sais où il est. Et là, si on me demande de l'abattre, je pourrais. Je dis bien je pourrais parce que je n'ai pas soulevé le fameux Master Arm qui est ici. Donc là, si j'appuie sur la gâchette, vous voyez, il ne se passe rien du tout. Je n'ouvre pas le feu en fait. Donc c'est les sécurités. Quand vous voyez les vidéos des Turcs et des Grecs, eh bien la sécurité est à poste. Voire même ils sont en mode simulé.
ce qui veut dire que s'ils appuient sur la gâchette, il n'y a rien qui part, c'est une sécurité supplémentaire. Donc cette sécurité, l'autorisation de la lever ou pas, ça va dépendre un petit peu de nos règles d'engagement, les fameuses ROEs, Rules of Engagement. Et on n'a pas toujours le droit de faire ce qu'on veut, hein. On a même rarement le droit de faire ce qu'on veut. Donc l'état-major, pour éviter le moindre souci, et le politique nous donne des consignes, et nous on vient respecter ces consignes. Donc vous voyez, et on a décollé, on est à quelle distance de la côte maintenant? Là, paf, ça y est, donc on va rentrer dans les eaux territoriales, et je suis proche de lui. Donc là, je suis dans la possibilité d'ouvrir le feu s'il faut. Je pourrais tirer canon, je pourrais tirer missile. Il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Néanmoins, alors imaginons qu'on est plus loin, ou bref, on va me dire on veut que tu ailles à côté de lui et on veut que tu le forces à te suivre. Parce que là, il est rentré dans nos eaux territoriales, il est chez nous, il est rentré dans la maison en fait, il est dans nos 5 cm. Maintenant, eh bien, il faut que j'aille lui dire que je suis là et par exemple, je vais l'ordonner de me suivre. Alors là, ça devient plus compliqué, parce que vous avez vu la taille du bestiau. Comment est-ce que je fais pour le forcer à me suivre? Sans ouvrir le feu, c'est pas simple. Donc généralement, et regardez les vidéos de l'interception de Sukhoi ou autre, on vient se mettre à côté, comme ça il nous voit, on le voit, on peut faire des photos, on va être attentif aux détails, on va noter l'avion, on va voir peut-être une unité qui est en déplacement, on va faire du renseignement, on va essayer d'avoir un maximum d'informations possible. Vous voyez, là, je ne suis pas dangereux en termes de trajectoire pour lui. Je suis à côté de lui et c'est complètement pas dangereux. Maintenant, à côté de lui, si je veux qu'il me suive, je vais battre des plans comme ça et je vais lui dire « suis-moi ». Voilà. Et lui, s'il accepte de me suivre, il va répondre en battant des plans également. Et à partir de ce moment-là, je vais prendre un cap pour l'amener là où je veux l'amener, qui va généralement être vers une base militaire. S'il ne répond pas ou qu'il fait rien, bien derrière, je vais soit pouvoir tirer des leurres, tirer des obus, lui montrer qu'il faut qu'il me suive, ou sinon après, eh bien voilà, c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans des choses plus complexes. On va se mettre très près, on va essayer de le gêner, on peut même lui larguer du pétrole dessus, mais ça devient très compliqué sans atteindre son intégrité physique. Et un B-52 comme ça, eh bien, il y a quand même du monde à bord, il faut faire attention, il n'y a pas toujours des sièges éjectables sur fonction des types d'avions, sur des P3 ou autres. Donc il faut faire très 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 attention. Mais vous voyez, c'est un peu comme je vous disais la semaine dernière, si on vous demande de protéger une autoroute, vous avez une voiture et là il y a des camions et vous devez faire sortir les camions de l'autoroute, c'est très compliqué. Donc on peut se rapprocher comme ça, vous voyez rapidement, ça peut être très 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 dangereux. Donc, imaginez là s'il pousse sur le manche, eh bien ça va être très 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 dangereux. Donc il y a plein de choses possibles après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous pouvez essayer de leur faire peur, vous pouvez essayer de vous mettre devant. Voilà. Donc là vous voyez, lui, ça lui fait peur, donc il dégage. Vous pouvez essayer de faire des barriques autour. Donc là il n'a pas du tout aimé, donc il monte. Et là moi je peux me repositionner de l'autre côté, c'est l'avantage d'être en chasseur. Là, je pourrais très bien, très agressivement lui passer devant, faire des choses comme ça. Alors là, c'est pas du tout agréable pour lui. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'était de vous parler un petit peu de l'état d'esprit. Vous avez vu comment on intercepte un aéronef. Au niveau de l'état d'esprit, nous, on va être dans un respect des règles d'engagement, un respect de la sécurité. Est-ce qu'on va ou non sélectionner notre armement? Est-ce qu'on va oui ou non l'accrocher radar? En temps normal, donc vous voyez, j'ai même pas allumé mon radar. Comme ça, il ne sait même pas que je viens et je limite ce que je lui révèle d'un point de vue guerre électronique. Alors pourquoi est-ce que c'est important de limiter les informations de guerre électronique que l'on fournit à l'adversaire? Bien tout simplement parce que sur un avion comme le Mirage 2000 que vous voyez, on a donc un radar, on a des systèmes de guerre électronique et de défense électronique. Et le but du jeu, ce n'est pas de trahir nos secrets ou nos vraies capacités lors de ces interceptions temps de paix. Donc il y a différents modes, différents niveaux de brouillage, différents niveaux d'utilisation du radar. Donc si vous pouvez émettre le moins possible, donner le moins possible de fréquences à l'adversaire, lui donner le moins possible de choses enregistrées, c'est le mieux. Et c'est pour ça qu'on va chercher à faire ça. Après il y a un autre point à voir. Pour pouvoir mettre en œuvre un certain type d'armement, notamment les armements longue portée ou être plus précis au canon, vous voulez accrocher le radar de l'adversaire. Il y a différents types de radars qui existent. Mais vous avez en gros deux grandes familles pour les générations précédentes. Le Rafale est différent maintenant, mais vous avez de la poursuite sur information continue ou de la poursuite sur information discontinue. Donc soit votre radar c'est comme une maglite. Vous avez une lampe, vous êtes dans la nuit, vous avez une lampe maglite. Soit vous scannez de manière permanente et de temps en temps vous rafraîchissez la position de l'adversaire que vous voyez. Soit vous mettez votre maglite, votre lumière sur votre adversaire de manière continue et là il se sait détecter.
il sait que vous êtes en train de le voir. Et il va avoir au niveau de sa guerre électronique une information qui lui dit l'avion qui t'a accroché radar a changé de forme d'onde, il n'est plus en balayage, il est accroché sur toi et ils vont savoir parce qu'ils vont voir que les ondes arrivent en continu. Tu bluffes, Martoni. Et ça, c'est très mal vécu par les personnes en interception parce que c'est pour nous considéré un petit peu comme un acte hostile, comme une agression. Donc on fait très très attention à ça. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Donc, plus vous êtes discret avec votre radar, mieux c'est. Dans un cas comme je vous ai démontré, pas besoin du radar, on peut faire à l'ancienne, c'est aussi des fois l'importance du contrôle aérien. Bref. C'est-à-dire que là, vous êtes lourd. Voilà pour ça. Utilisation du radar, utilisation du brouilleur. Imaginez vous vous rapprochez d'un avion russe et là vous brouillez de temps de guerre, et bien lui enregistre tout et derrière, ils vont vous dire quoi? Большое спасибо. The meaning is thank you very much. Ben voilà, et ils vont pouvoir développer une technologie qui prendra en compte vos capacités actuelles et ils seront en avance lors du prochain conflit, si un jour il y a un conflit, mais ils auront une avance technologique par rapport à vous. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez pousser votre adversaire ou votre non-allié à la faute lors de ces missions-là et vous pouvez récupérer, faire de la collecte de renseignements. C'est très très utile. Donc pour l'état d'esprit interception, pour résumer, l'objectif dans votre tête là, c'est de faire le job qui nous est demandé, de le faire bien, de le faire proprement, d'intercepter le plus rapidement possible et le plus proprement possible. Ensuite, derrière, ne pas faire de bêtises, ne pas faire monter la tension pour rien, ne pas rentrer dans l'avion qu'on intercepte ou autre, mais également ne pas devenir une victime, ne pas être la première victime d'un nouveau conflit ou autre. En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Oh, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. On n'est pas là pour se faire abattre, donc on est à la fois aligné vers la mission, vers l'objectif et la réussite de la mission, mais également vers la sauvegarde de notre matériel et de notre personnel. Des fois, on part à plusieurs, sans pour autant vouloir une escalade. Donc c'est normalement un état d'esprit très professionnel, on ne met pas notre chapeau de cow-boy. Vous êtes que 4 les mecs et puis toi t'as plus qu'une seule balle. On fait très attention à ce qu'on fait, on a conscience des responsabilités qui sont les nôtres, même si on est jeune lieutenant à 24 ans, il y a une grosse responsabilité, on représente le pays, hein, on est officier de l'armée et là on est clairement au contact avec une tierce nation. Oh, je sais ce que t'es en train de te dire. La mienne est plus grosse que la tienne, c'est ça? Ouais, t'as raison, c'est pas juste. Voilà pour l'état d'esprit d'interception. On va maintenant faire une petite prise de recul et on va regarder un petit peu de la géopolitique très globale. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous faire avoir peut-être une prise de conscience ou voir les tensions qu'on peut avoir avec la Russie de manière légèrement différente, avec des chiffres à l'appui. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas russophobe ou russophile, je suis neutre, je suis là juste pour vous donner des faits, vous amener à prendre du recul, à réfléchir à certaines choses un peu différemment. Première question pour vous, quelle est la distance au plus court entre le territoire américain et le territoire russe? À votre avis, quelle est la distance la plus courte? Je vous laisse me donner votre meilleure estimation dans les commentaires et je vous le dirai un peu plus tard, on verra. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la Russie, ça fait 17,1 millions de kilomètres carrés, les États-Unis, ça fait 9,83 millions de kilomètres carrés, le Brésil 8,5, ça vous allez me dire, on s'en fiche, mais sauf si vous êtes brésilien, et l'Europe, ça fait 10,18 millions de kilomètres carrés. Donc, Russie, en fait, c'est légèrement plus petit que l'Europe et les États-Unis. On est sur 17 millions de kilomètres carrés pour la Russie contre dans les 20 millions de kilomètres carrés pour Europe et USA ensemble. Des millions. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million? D'un point de vue population, la Russie, c'est, j'ai envie de dire que 144,5 millions de personnes, 145 millions de personnes. Ils sont moins de 150 millions en Russie. Pour vous donner une idée, la France et l'Allemagne, c'est 153 millions. Donc dans ce pays gigantesque, vous avez moins que les Français et les Allemands réunis. C'est très peu. Et surtout si on compare l'Europe où il y a 741 millions de personnes, les États-Unis où il y a 330 millions de personnes, ça vous fait dans les plus d'1 milliard de personnes versus, si on peut dire, moins de 150 millions. Donc les Russes sont 7,4 fois moins nombreux que les Européens et les Américains réunis. En termes de produit intérieur brut, le fameux PIB, alors là c'est assez parlant, vous vous rendez compte que le produit intérieur brut de la Russie n'a rien à voir comparé au produit intérieur brut qu'on peut avoir les États-Unis et l'Europe réunie. Donc c'est vraiment
juste pour vous faire prendre un peu ce recul, et on parle souvent de la Russie, mais d'un point de vue voilà, purement factuel, c'est très impressionnant qu'un pays, si je peux dire, si petit, soit si présent dans les news. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'armement, tout ça, oui, l'Empire soviétique c'est autre chose, mais la Russie actuelle, bah voilà, c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est important de le noter, et même de le garder en tête pour les situations qu'on va voir derrière. Pour répondre à la question de tout à l'heure, vous avez 85 km dans le détroit de Bering entre la Russie et les États-Unis, et vous avez 4 km entre deux petites îles qui sont appelées les Diomédes, et par contre c'est assez rigolo, elles ont plus de 21 heures d'écart en termes d'horaire, parce qu'il y a la ligne de démarcation de temps. Donc d'un côté vous avez les US, de l'autre côté vous avez la Russie, et si vous faites ces 4 km, et certains ont déjà fait à la nage, eh bien vous changez de 21 heures votre montre. Voilà pour la petite histoire. Et si vous vous demandez mais pourquoi est-ce que c'est aussi proche, eh bien tout simplement parce que les États-Unis en 1867 ont acheté l'Alaska à la Russie. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Ok, donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de ça, vous vous doutez bien que je vais plutôt me focaliser sur les tensions entre l'Ouest et la Russie. Et qu'est-ce qu'on a comme tension? Eh bien, on a déjà la NATO QRA, ce qu'on appelle la Baltic Air Policing depuis 2004, en Lituanie, Estonie et tout ce coin-là. Eh bien, il y a en permanence des avions de l'OTAN qui prennent la permanence opérationnelle face à la Russie. Et il y a régulièrement des décollages, régulièrement des interceptions. La France en fait partie régulièrement. Il y avait des Mirage 2000 il y a encore pas très longtemps. Donc ça, c'est depuis 2004. C'est une zone où il y a énormément d'interceptions. Et encore la semaine dernière, eh bien, il y a un Sukhoi 27 qui est rentré dans l'espace aérien norvégien en accompagnant un B-52 justement. Donc ça peut arriver, il y a pas mal d'îles, c'est assez compliqué. Et vous avez beaucoup d'interceptions dans cette zone-là. Donc on peut dire que c'est une zone assez chaude, même si la température de l'eau est assez froide. De l'autre côté de l'Alaska, il y a la base d'Elmendorf, et là vous avez carrément des F-22 et des KC-135, des avions Raytailleur qui sont stationnés là à temps plein, et qui régulièrement, encore la semaine dernière, vont intercepter des bombardiers russes qui viennent le long, dans les eaux internationales, se balader. Donc si vous faites du F-22, soit vous êtes à Hawaï, soit vous pouvez être en Alaska. Personnellement, je pense que c'est mieux à Hawaï, mais ça ne regarde que moi. Ensuite, vous avez la Méditerranée, avec en ce moment des grosses tensions entre les Grecs et les Turcs. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, je vous encourage à les regarder. Il y en a une où d'ailleurs je reviens un peu en arrière sur la mythologie, tout ça. Et on a la mer de Chine, où là c'est très complexe, mais on a quelques beaux exemples là-bas, et je ne vais pas trop creuser parce que c'est tellement compliqué qu'il me faudrait 1h30 pour ne serait-ce que poser les bases. Il y a une autre zone également, c'est du côté de l'Inde avec le Pakistan, l'Inde avec la Chine. À l'heure actuelle, il y a des grosses tensions, que ce soit avec du Mirage 2000, du F-16, du MiG-21 et maintenant du Rafale. Tout simplement, encore une fois, cette semaine, c'était encore dans les actualités. Donc retenez ça, différentes zones assez chaudes où il faut du professionnalisme de chaque côté pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade. Et on va parler d'escalade tout de suite dans notre chapitre sur les exemples. Alors des exemples d'interception, il y en a plein. Il y en a plein, pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'interceptions. La semaine dernière, un Boeing 737 de Ryanair a été intercepté par 2 Typhoon, des EF-2000, des Eurofighter, de la Royal Air Force, parce qu'il y avait apparemment 2 terroristes présumés à bord. Donc dans ce cas-là, on va faire de l'escorte et de la surveillance. On vient intercepter ces avions, cet avion civil, pour s'assurer qu'au-dessus de son territoire, il n'y ait pas de souci. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on va un peu plus en arrière, avec des histoires encore plus savoureuses, vous allez me dire, ah bah oui, il y a toutes ces histoires en Méditerranée. Je les ai traitées dans 2 autres vidéos, donc là je vais pas trop parler des Grecs et des Turcs, mais on va regarder un tout petit peu la mer de Chine. En 2001, 1er avril 2001, poisson d'avril, mais c'est un vrai, il y a eu un souci au niveau des îles de Hanaï avec un P-3 qui est rentré en collision avec un J-8. J-8, c'est un avion de chasse chinois. Une collision entre les 2 aéronefs. Le J-8, le pilote est décédé et il n'a jamais été retrouvé. Le P-3 a très mal fini, avec beaucoup de dégâts. Il a fait quasiment un 3/4 d'eau. Ils ont réussi à récupérer l'avion et ils ont dû se poser en urgence sur le territoire chinois. Ils ont été faits prisonniers. Plus tard, ils ont été rendus aux États-Unis. Il y a eu une petite escalade politique, toutes ces choses-là, mais il y a eu un décès face à ça. Et les Américains se sont rendus compte que dans leurs avions de guerre électronique P-3, ils étaient peut-être les super malins, mais ils avaient oublié de prévoir une procédure pour se débarrasser de tous les systèmes sensibles à bord. Du coup, ils ont fait du café et ils ont versé du café brûlant sur tout leur électronique avant de se poser. Donc depuis 2001, eh bien, les Chinois ont eu accès à un P-3 qu'ils ont pu regarder en long, en large à travers,
pendant cette tension. Donc ça, c'est une autre conséquence. Vous faites attention quand vous emmenez vos avions au large d'un pays, ça peut peut-être mal se passer. Vous pouvez peut-être vous retrouver avec votre matériel qui est saisi d'une manière ou d'une autre. Encore plus en arrière, un an après la sortie de Top Gun, ça a son importance, vous allez voir pourquoi, le 13 septembre 1987, donc on fête bientôt les 33 ans de cet incident, un P-3 norvégien a été intercepté par un Sukhoi 27 soviétique. Et pourquoi je vous ai dit que Top Gun était important? Parce que je pense que le pilote avait trop regardé Top Gun au ciné, et quand il a été intercepté par le Sukhoi 27, qui était un tout nouvel avion à l'époque, et les capacités de vol basse vitesse étaient très peu connues, eh bien il s'est dit « Ha ! Moi je suis pilote d'avion à hélice, intercepté par un chasseur, je sors le train, je réduis, je sors les volets, et mon camarade Sukhoi, eh bien il va m'overshooter, il va faire comme dans Top Gun, comme Chester, et il va se sentir bête. » Sauf que le Sukhoi, eh c'est un avion qui a une très grosse autorité, et il a freiné. Et le Sukhoi est resté à côté. L'équipage du P-3 l'a perdu de vue. Ils n'ont pas vu où il était passé. Le Sukhoi s'est rapproché. Il a tapé au niveau du quatrième moteur, au niveau de l'hélice. Il y a eu un léger dégât au niveau de son avion. Ça a fait des petits dégâts également sur le P-3. Et il semblerait, c'est pas confirmé, j'ai pas réussi à savoir si c'était vrai ou pas, mais d'après certaines sources, le pilote du Sukhoi a été énervé à cause de la manœuvre franchement assez agressif, faut être franc, du P-3 qui a voulu jouer au plus malin, et il se serait mis au-dessus, il aurait largué un peu de pétrole pour montrer qu'il n'est pas content. Donc là, je prends des pincettes, j'ai trouvé ça d'après certaines sources, je trouve ça assez spirit, ça m'étonnerait pas, pour être franc. Je vois bien notre camarade russe légèrement énervé de s'être fait freiner sur la tronche, qui leur met un coup de pétrole. Assez spirit, mais pas très cool. Dans la foulée, c'était un peu compliqué. Le pilote russe a été d'abord viré du parti, et après il a été fait héros 24 heures après. Donc c'était pas très clair en termes de communication. Le Norvégien, lui, n'a pas été inquiété d'un point de vue carrière. Mais tout ça pour vous montrer, j'en rigole, mais c'est pas drôle en fait, que quand il y a une interception, ça peut très rapidement mal se passer. This business will get out of control. It'll get out of control and we'll be lucky to live through it. On a d'autres exemples. Par exemple, Sukhoi 24M en 2015, qui est rentré dans l'espace aérien turc pendant 17 secondes. Il y a eu plusieurs calls sur la fréquence garde, la fréquence entre militaires, de la part des Turcs. Eh bien, il est rentré pendant 17 secondes. Les Turcs l'ont abattu. Les pilotes ont dû s'éjecter. D'autres exemples comme ça, vous avez par exemple un avion syrien qui est en train de tirer des bombes sur des troupes alliées aux Américains. Il a été abattu par un F-18 il y a quelques années. Vous avez également les Pakistanais et les Indiens qui sont interceptés les uns les autres. Un MiG-21 indien a poursuivi au Pakistan des avions pakistanais. Il y a eu du F-16 abattu, du MiG-21 abattu, et le pilote du MiG-21 a failli être lynché par la foule au sol. Point très important que je souhaiterais noter, d'après les informations qui ont filtré, il semblerait que le pilote indien éjecté en territoire pakistanais a été sauvé par l'intervention des forces de police ou militaires pakistanaises. Et après, il a été rendu. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir comment ces escarmouches, c'est monté en tension, mais derrière, on reste entre professionnels, on se respecte en tant que militaire, il y a quand même un minimum de conventions, de règles, et il y a une certaine dichotomie dans le combat autour de ça, quand vous êtes entre deux armées, et on n'a pas trop vu ces dernières années parce qu'on était plutôt sur des conflits asymétriques. Quand vous êtes entre deux grosses armées, eh bien on revient un petit peu à certaines conventions, certaines règles et à certaines lois de la guerre, chose qui, ces 10-15 dernières années, était un peu plus compliquée. Quand on se bat contre des groupes terroristes ou autres, c'est moins présent. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'était juste pour l'aparté. Donc voilà, donc on a parlé de ces différents exemples-là, et bien sûr, eh bien là on va jeter un petit coup d'œil à l'interception, très médiatisée la semaine passée, de B-52 par du Sukhoi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un B-52 et à côté on a un beau Sukhoi 27. Alors, le point qu'il faut bien analyser dans ces images, je ne vais pas rentrer dans les détails, ces experts ils vont regarder les numéros, toutes ces choses-là, ils sauront exactement quelle est l'unité qui est interceptée, toutes ces choses-là, et ils vont pouvoir suivre un petit peu les avions. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les missiles. Donc là vous voyez qu'on a de l'A-11, donc c'est un missile Fox 2, un missile qui se guide sur la source de chaleur, et ça c'est du missile radar, et ça ressemble à du Fox 1 avec les ailettes comme ça ressemble à de l'A-10 Charlie. L'A-10 Charlie c'est le R
27ER dont je parle dans mes vidéos sur les missiles. C'est un missile Fox One, donc qui a besoin du soutien du radar du tireur pour pouvoir trouver sa cible et qui a une très bonne portée. Bougez pas, les mains sur la table. Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Donc, ce qui est important de vous comprendre, c'est que l'avion qui intercepte le B-52 n'est pas équipé au maximum de ses capacités. Si vous regardez un petit peu combien de missiles peut prendre un Sukhoi, il peut en prendre beaucoup plus que ça. Néanmoins, on met dans des configurations d'interception des avions qui ne sont pas équipés à fond. Pourquoi? Parce que c'est pas la guerre, et pour plusieurs raisons. Et à votre avis, pourquoi? Laissez-moi dans les commentaires votre meilleure analyse, votre meilleur guess, comme on dit, et je vous répondrai derrière si vous avez bon ou pas. Donc là, on voit qu'il vient à côté. La manière dont il ressort, c'est qu'il était en étagement négatif. C'est pas impossible de ce qu'on voit là. Il y a un petit mouvement latéral vers la gauche. C'est pas impossible qu'il arrive et qu'il ait fait tout le passage par en dessous du B-52. Vous voyez cette translation vers la gauche? Je vous la remets. Hop là, vous voyez, il sort par la gauche. Il y a une grande chance qu'il a fait comme moi tout à l'heure dans la simulation. Il est passé par en dessous pour bien regarder et peut-être faire des photos. Donc là, il vient se mettre à côté. Il se met bien à niveau. Vous avez vu au niveau du... Déjà là on voit qu'ils sont plusieurs, hein. Vous avez vu, ils sont plusieurs. Ce qu'il y a à noter, c'est que son équipier n'est pas derrière. Son équipier pourrait être derrière en position de tir. Non, son équipier vient sur le côté. Là à l'instant T, s'ils ont l'ordre d'abattre le B-52, ils peuvent pas. C'est pour ça que si vous êtes dans des situations un peu plus tendues, on ne vient pas à deux équipiers faire des photos et trouver ça beau, parce que lui il y a de grandes chances qu'il fasse des photos des deux pour faire joli. S'ils étaient vraiment tendus, nerveux, lui serait derrière avec prêt à faire feu. Donc là on voit les missiles, comme on disait tout à l'heure, et là il accélère et vient se mettre un peu plus proche. Voilà, donc là on a une belle vue, on voit bien le type de missile. Donc là les officiers renseignements, ça permet de voir s'il y a des nouveautés, tout ça, et de regarder un petit peu en détail les escadrons, toutes ces choses-là. Donc là il bat des plans, très intéressant, il bat des plans, mais très peu. Donc en gros il bat des plans et après derrière il part au break. Alors partir au break comme ça a différentes significations. Ça veut dire vraiment que l'interception est finie et je vous laisse. Et vous voulez vous assurer que la personne ait vu que vous breakez. Donc vous pouvez lui breaker devant, mais vous allez breaker plus haut et vous allez breaker assez loin devant. Là il a quand même un gros avion de pépère, hein. Le Sukhoi 27 c'est une belle bête. Et là, voilà, il part vers le haut, et il part au-dessus. C'est proche, c'est pas confort. Vous pourriez faire ça entre deux chasseurs par exemple. C'est pas très sympa pour les pilotes du B-52 parce que ça leur fait des turbulences. Est-ce que c'est dangereux en soi? C'est créer des tensions, il n'y en a pas forcément. Mais et là voilà. En fait le problème c'est qu'il redescend. Le vrai problème c'est qu'il redescend et c'est ça qui rend la manœuvre pas professionnelle. S'il était resté, qu'il était parti vers le haut et qu'il était resté vers le haut, j'aurais dire c'est classique, il n'y a pas de quoi écrire à la famille. Mais le vrai problème, on va regarder. Le vrai problème, regardez, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il part vers le haut, il a son vecteur vitesse, tout ça qui part vers le haut, et il vient annuler cette montée pour redescendre. Et c'est là où vraiment ça fait se rapprocher du B-52 qui a une très grosse envergure, et où là, en tant que professionnel, on va dire, bah, Coco, c'est pas propre, c'est pas bien. C'est vraiment ça le petit erreur. Il serait parti vers le haut, il aurait quitté la formation vraiment vers le haut en prenant 1000 ou 2000 pieds. Vraiment, c'est vraiment mon événement. Le fait qu'il redescende, c'est ça qui rend cette manœuvre pas professionnelle. Bon, en plus, ça a bien secoué les B-52, mais j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Mais là, vous voyez, il passe vraiment devant. Là, le fait qu'il passe vraiment devant comme ça, on va remettre l'arrêt sur image. Vous allez voir, paf. Là, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool et c'est propre. Donc, c'est pas pro de ce côté-là. Il aurait dû vraiment partir vers le haut. Sinon, ce qu'il faisait avant, ça avait l'air complètement maîtrisé, professionnel. Je dis pas que ça c'est pas maîtrisé, mais vous vous doutez bien à ses vitesses d'évolution. Si le B-52 accélère un peu ou autre, ou si lui décide de freiner, on se retrouve dans les cas du P3, de toutes ces choses-là, et ça peut taper. Donc, il faut vraiment avoir conscience que ça peut taper, ça peut faire très mal. Et c'est pour ça que, effectivement, dans la presse, ça a été dit que c'était trop agressif et ils ont raison. On est vraiment du côté trop agressif de la force. Voilà pour cet exemple-là. Je pense que maintenant, eh bien, le plus simple, c'est de vous dire un petit peu ce qu'on fait pas en interception. Il vole aux instruments.
Donc typiquement ce genre de manœuvre, eh bien on ne fait pas. On ne fait pas non plus, on ne vient pas tirer de leurre. Si vous tirez des leurres infrarouges, ça peut être perçu comme quelque chose d'hostile. Pour faire simple, tout ce qui quitte votre avion, ça peut être perçu comme quelque chose d'hostile. Donc on vient tirer sur rien, on ne va pas essayer de bloquer la route, on ne va pas essayer de forcer une collision. Et on va faire attention à notre utilisation d'ondes radar ou de guerre électronique. Ça c'est vraiment très important. Après, on va sûrement échanger à la radio soit sur 121.5, la fréquence de détresse civile, VHF, soit on va être sur ce qu'on appelle l'UHF, une fréquence qui est plus élevée, qui est utilisée par les militaires plutôt, et on a 243.0 qu'on appelle également garde. Si vous devez intercepter quelqu'un, vous allez l'appeler sur garde, et ça vous permet d'avoir une fréquence où vous allez pouvoir échanger. Vous allez sûrement lui demander d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là, ou là vous allez dire vous vous approchez de mes eaux territoriales, vous vous approchez d'une zone d'exercice, faites demi-tour, tournez, suivez-moi, toutes ces choses-là. Donc voilà pour ça. Après, en termes de, je vous ai dit qu'on parlait un petit peu des avions, bien on a du Sukhoi 27, on peut avoir du MiG-29 pour ces interceptions, on peut avoir bientôt du Sukhoi 35, il y a également du MiG-31 qui est un très bon intercepteur, mais le MiG-31 pour aller vite, mais par exemple sur un avion lent, c'est pas vraiment son domaine. Du côté occidental, eh bien Eurofighter, F-18, Mirage 2000, Rafale forcément, Gripen, tout ce genre d'avions vont pouvoir faire les interceptions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Généralement, ce que vous recherchez pour l'intercepteur, c'est une capacité à accélérer au-dessus du Mach, avoir une bonne pointe de vitesse. Et si vous êtes face à un avion qui est lent, eh bien là, dans ce cas-là, vous allez plutôt envoyer des hélicoptères. Récemment en France, on a eu des cas de sauvetage, d'aide, d'assistance à des avions légers. Donc si vous êtes pilote d'avion léger, vous vous retrouvez bloqué au-dessus de la couche de nuages, vous ne savez pas redescendre ou autre, n'hésitez pas à demander de l'aide au contrôle, ils vous enverront la permanence opérationnelle. Les Alpha Jet qui ont aidé récemment des avions légers. On a également des interceptions sur avion de ligne en cas de panne radio ou d'assistance ou autres comme ça qui sont possibles. Et très récemment, dans la presse également, vous avez peut-être entendu parler du survol de centrales nucléaires par un avion léger. Et bien là, c'était Mirage 2000 pour l'intercepter. Et derrière, si besoin, on peut également envoyer des hélicoptères. Et le pilote était attendu par la gendarmerie une fois posé. Donc l'espace aérien est surveillé pour les raisons qu'on a dit, à savoir classification, surveillance, escorte, assistance, destruction, et également une partie dissuasion. Rappelez-vous que votre maison fait 10 mètres, vous avez 5 cm de jardin non clôturé, forcément ça peut rendre un petit peu nerveux. Et lors de ces interceptions, vous ne voulez pas reproduire des collisions entre P3 et les J8, ou entre P3 et Sukhoi 27, vous voulez faire attention à ça. Et l'état-major va vous donner des règles d'engagement, va vous donner ce qu'on appelle la cockpit delegation, ou pas, pour pouvoir prendre des décisions au combat. Et si on vous ouvre le feu sur vous, dans ce cas-là, vous avez le droit à l'autodéfense, vous avez droit à la légitime défense. Donc attention, si un jour quelqu'un vous intercepte et que vous commencez à lui tirer dessus au rayon laser, ça peut peut-être mal se passer pour vous. Donc attention à ça. Après, chaque pays est légèrement différent. Et pour réagir face à l'actualité, vous avez vu que ce Sukhoi 27 est légèrement trop entreprenant avec les B-52, donc c'est pas étonnant que les Américains se soient plaints. J'espère que ce petit débriefing vous a plu. Excellente semaine à vous. Moi, je passe un peu sur Paris là dans les prochains jours. Reprise des conférences, tout ça. Malheureusement, Melun est annulé, donc on ne se verra pas à Melun. Mais n'hésitez pas à me contacter. Des idées de sujets, des choses comme ça, des questions par rapport à l'adaptation des méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Mon livre est toujours best-seller, donc merci. Vous pouvez me demander pour la version française, je travaille dessus. Je vous avais parlé de la fin de l'été, il devrait être prêt pour effectivement la fin de l'été. Et je pensais peut-être le sortir le 10-10. Pourquoi? Parce que 10 plus 10 égale 20, on est en 2020. Voilà, j'aime bien les chiffres ronds. donc je vous tiens au courant là-dessus. Allez, fly safe. Nous vivons dans un monde qui a des murs, et ces murs doivent être gardés par des hommes en armes. Qui va s'en charger?